Alors bonjour à tous. Cette position de finale, qui est le deuxième épisode de la nouvelle série des 100 finales à connaître, eh bien cette position de finale, il y a une histoire. Une histoire qui s'étale sur une vingtaine d'années, qui comprend 4 actes. Et le premier acte se joue en 1875 à Londres, entre Richard Fonton avec les Blancs, et il est opposé à William Potter avec les Noirs. Dans cette position, William Potter, donc qui a les Noirs, cherche à avancer son pion passé, mais la tour blanche surveille ce pion passé vers l'arrière. Alors il va jouer tour B5, avec la volonté d'interposer la tour en H5 pour que la tour blanche ne puisse plus se sacrifier contre le pion passé et permettre son évolution. Et c'est pourquoi Richard Fonton, avec les Blancs, sacrifie immédiatement sa tour contre le pion, puis il joue roi C6, attaque la tour noire qui prend en A5, et il avance son pion en B7. Alors, ici, Potter, il joue tour A6 échec, et les deux joueurs conviennent du match nul. Et c'est là qu'intervient le deuxième acte de cette position de finale. Parce que, quelques semaines plus tard, dans le London Chess Magazine, il y a un joueur, pas n'importe quel joueur, Zukertort. Ça a été un des deux joueurs avec Stanitz qui a joué donc le premier championnat du monde officiel des échecs. Alors Zukertort avait perdu ce championnat du monde. Bien Zukertort, il analyse cette position et il remarque qu'en réalité les Blancs peuvent gagner. Alors je vais vous inviter à mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver comment les Blancs peuvent gagner cette position. Et on débriefe ensemble après, à tout de suite. Alors, vous avez trouvé le mécanisme pour que les Blancs gagnent cette position? Alors, qu'est-ce qu'on a comme coup? On pourrait s'intéresser à roi C7, mais si vous avez pensé à ça, ça ne gagne pas, parce que les Noirs peuvent jouer tour A7, clouer le pion B7, et sacrifier la tour à n'importe quel moment contre ce pion, et ça fera match nul, finale de roi contre roi. Alors peut-être vous avez pensé à roi B5. Mais roi B5, il y a une ressource défensive pour les Noirs, qui consiste à aller sur la première rangée, ou la deuxième, et préparer une contre-attaque vers l'arrière. C'est-à-dire que si les Blancs font promotion dame, il y aura échec et on gagnera la dame, et là c'est même les Noirs qui gagnent. C'est pourquoi après tour 1, les Blancs doivent certainement jouer roi C6, mais ça finira par match nul, puisque la tour peut donner échec ou se mettre derrière le pion et se sacrifier le cas échéant, au bon moment. Donc ça ne marche pas non plus. Alors dans la position, on ne peut pas jouer roi C7, on ne peut pas jouer roi B5, il faut jouer roi C5. Et on menace la promotion. Oui, mais les Noirs peuvent jouer tour A5 échec. Là, c'est toujours pareil. Si on commence à aller sur la colonne B, la tour pourra reculer et préparer l'enfilade, l'attaque vers l'arrière. Mais le bon coup, c'est de descendre. Échec, on descend, il n'y a rien de mieux pour les Noirs que de faire échec. Et maintenant, on vient en B2. Et les Noirs ne peuvent plus avoir la ressource de contournement, en fait. Donc cette position va permettre aux Blancs de promouvoir leur pion en dame. Et la finale dame contre tour est un peu longue, mais elle est gagnante pour la dame. Et donc voilà comment Zukertort a montré qu'en réalité, dans cette position, Fonton aurait pu gagner contre Potter. Et là, on va passer au troisième acte de cette position. Troisième acte qui se déroule 20 ans plus tard, en 1895. C'est la date du décès de Potter, en fait. Et il y a un chroniqueur d'échecs qui s'appelle Barbier, qui va écrire la nécrologie de Potter. Et en écrivant la nécrologie de Potter, il va remontrer cette position après tour A6 et il va montrer le plan de gain des Blancs, comment les Blancs auraient dû gagner. Et puis en même temps, Barbier va insérer une nouvelle position, une position qui ressemble, une position de son cru. Voici la position qu'il propose, avec les Blancs qui avancent le pion C7. Et contrairement à l'autre position, il dit que cette fois-ci, les Blancs ne peuvent pas gagner. Alors pourquoi ? Les Noirs vont jouer tour échec, et on a compris qu'on ne peut pas aller en C5 pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est que la tour reculerait et préparerait un échec par contournement. Mais on peut jouer roi B5. Et sur tour D5 échec, roi B4. Et sur tour C3 échec, roi B3. Tour D3 échec, roi C2. Et les Noirs n'ont pas de manœuvre de contournement de tour, mais Barbier il explique que quand même les Noirs peuvent faire match nul dans cette position. Est-ce que vous décelez l'idée, la ressource défensive des Noirs dans la position?
À quoi a pu bien penser Barbier dans cette position? Eh bien, je vous invite une nouvelle fois à mettre la vidéo sur pause pour essayer de comprendre, essayer de trouver l'idée de Barbier. A tout de suite. Alors, comment ne pas perdre avec les noirs? Eh bien, Barbier, il a songé au coup de tour des 4. Avec l'idée que si les blancs font la promotion, la tour vient en C4, faire la fourchette, attaque roi, attaque dame, donc il n'y a rien de mieux pour les blancs finalement que de prendre la tour, mais la position particulière du roi noir au coin crée une position de patte, parce que les blancs coincent complètement le roi noir sans l'attaquer, ça fait match nul, c'est patte. Oui, mais quelques semaines plus tard, le journal reçoit un courrier. Alors je remets la position de départ, quand les blancs jouent ici C7. Donc le journal reçoit un courrier d'un prêtre espagnol, vivant en Irlande. Il s'appelle Fernando Saavedra. Alors on a vu récemment une partie incroyable d'un prêtre d'ailleurs, d'un prêtre tchèque, Traxler. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus parce que les abonnés de la chaîne ont élu cette partie comme la partie la plus brillante qu'ils aient vue et que j'ai pu publier sur la chaîne. Mais revenons à ce prêtre espagnol, Saavedra. Donc il envoie un courrier au journal. Donc il envoie un courrier à Barbier. Elle explique que si les blancs peuvent gagner, il y a une amélioration dans la suite de coups proposée par Barbier. Il y a une amélioration proposée par Barbier. Alors, regardons. On va remontrer en fait l'enchaînement proposé par Barbier. On va voir si vous allez détecter l'amélioration. Ici, voilà l'échec qui avait été proposé. Donc roi B5, tour D5, roi B4, tour D4, roi B3, tour D3, roi C2, et tour vient en D4. Alors, on avait parlé de l'avance du pion en dame et de la ressource tour C4 échec. A noter que si le roi vient en C3, on pourra toujours revenir en D1 pour reproposer une enfilade vers l'arrière, en fait. Donc, ce n'est pas une solution que de jouer roi C3. Donc, il y a eu la promotion en dame et tour C4, avec la reprise et donc le patte. Est-ce que vous avez décelé une amélioration possible? L'amélioration qu'a trouvée Saavedra. Je vais vous la donner. Dans cette position, Saavedra, il ne propose pas une promotion dame, il propose une sous-promotion en tour. Donc, la tour, excellent. Parce que maintenant, la ressource défensive qui consistait à jouer tour C4 ne marche plus, parce que la tour blanche peut prendre, il n'y a pas de patte, le roi peut aller en A2, puisque la dame contrôlait en diagonale, mais pas la tour, et la tour peut venir en A4 et ça fait mat. Oui, mais vous allez me dire, d'accord, mais les noirs ne sont pas obligés de jouer tour C4, après tout, les blancs n'ont qu'une tour, c'est une tour contre une tour, c'est pas comme dans l'autre position où on a une dame, là c'est tour contre tour. Et pourtant, c'est quand même gagnant pour les blancs, en raison du roi au coin. Barbier se servait du roi au coin pour créer une position de patte, et Saavedra va se servir du roi au coin pour avoir une position de mat. Parce que là, les blancs menacent tour à 8. La tour devra revenir et tour prend mat. La seule façon pour les noirs d'éviter le mat, c'est de mettre eux-mêmes la tour sur la colonne A. Et là, le coup gagnant, le coup clé. Vous l'avez? Ici, il suffit de jouer roi B3. On attaque la tour et on menace le mat en C1. Les noirs sont démunis. Ils ne peuvent pas parer à cette menace. Et voilà comment Saavedra, ce prêtre espagnol, a réussi à inscrire son nom dans l'histoire du jeu d'échecs. On n'entendra plus parler de lui parce que c'était un joueur d'échecs de niveau modeste, mais voilà, sa sagacité lui a permis de se faire un nom. Et donc on reparle de lui encore aujourd'hui sur cette chaîne. Bien voilà, j'espère que vous avez apprécié l'aventure de cette position. Vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo, me soutenir. Et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!